En sommaire ce soir à Kidal et Ménaka, l'absence prolongée de nombreux enseignants pousse les autorités à prendre des sanctions, notamment financières. Dans un instant, nous parlerons de l'impact de cette décision avec notre invité Ousmane Almoudou, porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016. À Akati, la gestion des ordures ménagères suscite des polémiques entre les autorités municipales et la population. Les lieux les plus fréquentés sont remplis de déchets sans pour autant que des solutions durables ne soient trouvées. Enfin, en football, la liste des 26 joueurs sélectionnés pour affronter les Comores et la RCA en qualification pour le Mondial 2026 a été dévoilée. Plusieurs cadres manquent à l'appel. Madame, Monsieur, bonsoir. La crise du secteur de l'éducation dans les régions de Kidal et Ménaka prend une nouvelle tournure. Face à l'absence prolongée de nombreux enseignants, les autorités administratives ont décidé de sévir. À Kidal, l'Académie d'enseignement a lancé le 12 mars un ultimatum aux enseignants en situation d'abandon, leur enjoignant de regagner leur poste avant le 27 mars sous peine de sanctions. À Ménaka, le gouverneur a suspendu à compter du 1er avril les salaires de 151 enseignants après leur avoir adressé un dernier appel le 22 février fixant une date limite au 3 mars. Quel impact ces décisions auront-elles sur le système éducatif? Comment garantir le droit à l'éducation des élèves tout en répondant aux préoccupations des enseignants, notamment sur le plan sécuritaire? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ousmane Almoudou, porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016. Monsieur Almoudou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Alors, quelle est votre réaction face justement à la décision des autorités administratives de Kidal et Ménaka à l'encontre des enseignants qui ont abandonné leur poste depuis un bon bout de temps? Merci bien pour la question. Vous savez, les différentes décisions, que ce soit les lettres d'avertissement ou les décisions de suspension, sont des procédures normales en matière de traitement, de gestion des personnels enseignants. Cependant, la réalité de ces régions doit pousser les autorités à mesurer toute l'ampleur qui tourne autour de ces questions-là. Vous savez, la question de Kidal, il y a des convois qui ont été organisés à l'initiative non seulement des intéressés, c'est-à-dire le collectif des enseignants de Kidal qui est à Bamako, mais aussi avec l'accompagnement du gouvernement pour amener des gens à Kidal. Ensuite, la même procédure était en cours pour les enseignants de Ménaka. Et ça se discute au niveau national, particulièrement avec le ministère de l'administration territoriale. Donc nous avons été surpris, non seulement de la lettre d'avertissement du gouverneur, mais surtout la rapidité et la légèreté avec laquelle le gouverneur a traité le dossier. Vous savez, vous parlez de 150 enseignants. Quand vous regardez, il y a des enseignants qui sont à Kidal, qui sont en train de donner des cours, qui ont leur nom sur cette liste-là. Il y a des enseignants qui ont bénéficié de la mutation, qui ne relèvent plus, disons, de la compétence des Ménaka, qui ont eu des mutations pour Sikasso, pour Ségou, pour Bamako, mais qui ont encore leur nom. Ça veut dire que le dossier a été géré de façon très légère. Donc pour nous, aujourd'hui, il est important que nous tenions compte de la réalité des Ménaka et des Kidal. Vous savez, en 2023, les enseignants étaient à Ménaka. C'est lorsque l'armée malienne a engagé la lutte pour la récupération de l'offensive pour récupérer les régions du Nord, que la route a été bloquée. Un blocus a été fait sur ces régions-là. Et c'est ce qui a fait que les enseignants qui étaient originaires du Sud, qui étaient au Sud, certains n'ont pas pu prendre le vol pour aller. Et aujourd'hui, tous les enseignants de Ménaka, tous les enseignants de Kidal, ils ont des collectifs. Aucun d'eux n'a manifesté un refus de retourner dans ces localités. Mais il faut des conditions, quand même, des conditions de sécurité. En tout cas, nous, syndicats de l'éducation, c'est extrêmement important pour nous. C'est même une condition pour nous. Quand nos collègues retournent dans ces localités, il faut un minimum de sécurité pour les camarades. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée justement de l'impact de ces abandons sur l'éducation, sur ces élèves qui ont bien sûr droit à l'éducation? Non, forcément, ça a un impact, forcément. Mais est-ce que ça date d'aujourd'hui? Depuis 2012, ces régions sont dans ces situations-là. Maintenant, il s'agit de faire
un retour progressif, mais un retour sécurisé. Parce que pour nous, on considère ces attitudes-là comme un acharnement sur les enseignants. Alors que les enseignants ne sont pas... Un acharnement? Oui, c'est ça. Parce que les enseignants ne sont pas les seuls fonctionnaires qui sont utiles dans ces régions à la date d'aujourd'hui. Mais pourquoi nous sommes entièrement d'accord que si les enfants sont là, ils ont droit à l'éducation et que pour qu'il y ait cette éducation, il y a forcément la présence des enseignants, la présence des écoles. Mais il faut forcément qu'un travail soit fait pour que ces enseignants-là, une fois sur place, soient dans des conditions sécurisées. Parce que l'enseignant n'a pas d'armes, il n'a que sa craie. Et les très éléments, c'est des villages dans lesquels vous allez trouver des enseignants isolés, 2, 3 enseignants. Et vous savez que l'école est la cible pour ces terroristes-là. Donc, un enseignant, 2 enseignants isolés dans un village qui est à quelques kilomètres de Menaka, quand on vient, on les assassine, on continue. Parce que malheureusement, on a vécu le cas. Tout récemment, il y a 3 enseignants qui ont été assassinés, 2 à Nyafunke et 1 à Menaka, à Bandiagara. Donc, pour nous, c'est vraiment une réalité de tenir compte de la sécurité des enseignants dans les décisions qui sont prises. Alors, est-ce que vous avez justement échangé avec les autorités compétentes pour voir dans quelles conditions ces enseignants peuvent revenir dans, bien sûr, un cadre sécurisé pour eux et bien sûr pour les élèves? C'est ce que je disais tout de suite. On a fait une première démarche avec le cas de Kidal. Où ce qui a fait qu'effectivement, les collectifs eux-mêmes, parce que les syndicats nous sont mis en retrait, le collectif a discuté directement avec les départements ministériels concernés. Et il en ressort quoi? Non, il a ressorti que les enseignants ont accepté de partir et le gouvernement a mis à leur disposition des vols aériens pour aller. Le gouverneur qui a fait la décision, le DA qui fait la décision, ils savent comment est-ce qu'ils partent à Menaka. Ce n'est pas par voie terrestre, c'est par voie aérienne. Quel est l'enseignant qui a les moyens de se payer un billet d'avion pour aller à Menaka ou bien à la Kidal? Il faut que ces conditions-là soient tranchées et réunies et mettre certainement des vols aériens à la disposition des enseignants pour les amener. Le syndicat de l'éducation ne soutient pas un enseignant en abandon de poste. Ça, c'est notre position, elle est très claire. Mais nous ne permettons pas aussi que les enseignants soient jetés dans la nature et les laisser à eux-mêmes. Ces autorités-là, une fois que les enseignants sont sur place, s'ils ont le moindre problème, ils ne peuvent pas joindre ces autorités-là. On a vu le cas avec le cas de Kidal, quand les enseignants de Kidal sont partis et qu'il y a un problème de salaire, ils ont été incapables de joindre l'académie, ils ont été incapables de joindre le gouvernement. N'eût été l'intervention du niveau national, cette question n'allait pas être résolue. Donc pour nous, c'est vraiment aujourd'hui pour les syndicats de l'éducation, nous sommes d'accord qu'il y ait le droit à l'éducation des enfants et que le fait même que l'État ait récupéré ces territoires, c'est une fierté pour le Malien. Et pour que ces territoires restent vraiment viables, il faut forcément que ces mesures-là soient faites. Mais il faut qu'on tienne compte de la question de la sécurité des enseignants dans ces zones-là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait justement faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait que l'État fasse, qu'il soit mis en place pour que ces enseignants retrouvent les salles de classe? Et bien sûr, quelles sont aussi les actions que vous comptez mener pour essayer de régler cette situation? Pour nous, il y a 2-3 choses à faire. La première chose, c'est que le gouvernement prenne langue avec le collectif des sortissants de Menaka qui est à Bamako, qui a déjà fourni une liste pour manifester leur volonté de retourner. Il s'agit au gouvernement d'organiser les vols pour que... La liste a été déposée il y a plus de 2 mois au niveau du ministère de l'administration territoriale des enseignants de Menaka qui ont manifesté leur désir de retourner à Menaka. Donc pour nous, il s'agit de prendre langue avec ces gens, organiser ces vols à leur retour. Maintenant, une fois à Menaka, ce n'est pas toute la région de Menaka qui est sécurisée. Les zones qui sont sécurisées, où l'administration est présente, les forces de l'ordre sont présentes, les enseignants peuvent aller là-bas. Mais voilà. Et ensuite, maintenant, voir les conditions de traitement des salaires. Parce que c'est des zones où il n'y a pas de banque. Comment est-ce que les gens peuvent percevoir leur salaire? C'est des chefs de famille qui laissent leur famille à Bamako pour aller dans ces zones-là. En général, il y a les moyens de transfert mobile. C'est vrai qu'actuellement, il y a quelques soucis à ce niveau. Voilà. Mais en général, c'est comme ça qu'ils perçoivent leur salaire. Ça, c'est un système, un mécanisme qui a eu un problème à Kidal, bien sûr. C'est ça que je vous dis tout récemment, les gens de Kidal étaient en mouvement de grève en arrêt de travail. C'est pour cela, parce que ce système a été bloqué. Donc, si c'est bloqué, comment est-ce qu'il faut faire? Donc, ce sont des discussions que nous estimons que les autorités doivent avoir avec ces gens-là pour non seulement les rassurer et qu'ils sentent qu'aussi s'il y a des difficultés, on a à qui il faut s'adresser. Parce que pour nous, c'est extrêmement ça. Si l'enseignant qui est à Inara Boukan ou qui est à Andra Boukan qui a des difficultés, s'il a des moyens, c'est que si j'ai des difficultés, je peux joindre le préfet, je peux joindre le chef de l'armée, etc. pour ma propre sécurité, il est rassuré dans ces conditions-là. Mais lorsque vous le mettez dans la nature et vous le laissez comme ça, ce n'est pas rassurant. Et pour nous, syndicats de l'éducation, ce n'est pas rassurant d'amener les enseignants dans les zones où il n'y a pas la sécurité. Merci infiniment Ousmane Almoudou. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation
l'éducation, signataire du 15 octobre 2016. L'actualité sécuritaire nous amène cette fois-ci dans la région de Tombouctou, à Fatakara, un village du cercle de Gundam. Des hommes armés non identifiés ont ordonné le mardi 12 mars aux habitants d'évacuer les lieux sous peine de représailles, selon les sources locales. Face à cette menace, la population a pris la route dès le lendemain matin pour rejoindre Gundam, situé à une douzaine de kilomètres au nord-ouest. D'après le maire de la localité, cité par nos confrères de Studio Tamani, environ 4500 personnes, soit près de 700 familles, ont trouvé refuge à Gundam. Sur place, les autorités leur ont apporté une première assistance, notamment un soutien psychologique et une aide alimentaire. Traumatisés, ces déplacés affirment qu'ils ne retourneront dans leur village que si leur sécurité est pleinement garantie. Sans transition, à Kati, la gestion des déchets ménagers est un véritable casse-tête pour les habitants. Les marchés, les rues et les voies ferrées se sont transformés en dépotoirs. Les autorités municipales et les riverains se jettent mutuellement la responsabilité. Reportage Djeneba Samake. S'il s'agit de la gestion des ordures, c'est un véritable problème auquel la mairie et les populations de Kati sont confrontées. Au niveau des voies ferrées traversant la ville, les ordures ont envahi les rails. Aussi, il est courant de voir en longueur de journée par endroits des citoyens déverser leurs tas d'ordures en pleine rue ou sur la chaussée en toute innocence, comme vous pouvez le constater sur cette image. C'est comme chez tout le monde, hein. Nous avons des ordures parce qu'il n'y a pas de lieu précis k'a fɔ ko ɲaman bɛ bɔ yen o tɛ yen musow mana du fura u b'a di denmisɛnninw ma a ye taa nin fili dɔw yɛrɛ b'u jɔ u ni ɲaman bɔnyɔrɔ cɛ ka a fili ye ka na an y'o bɛɛ ye yan nɔ donc vraiment c'est un problème très urgent. ɲaman gestion ko Samakabugu nouveau la vraiment a taara ka an bolo dan dɔɔni surtout a raye la kɔfɛ yan yen ta dama tɛmɛnen don dɔɔni parce que an ka hali ni train bilara marché là tout de suite. Vraiment, train de se kana Kati fo ka o yɔrɔ ɲaman cɛ. Face à cette situation d'insalubrité, la jeunesse du quartier Samakabugu s'était mobilisée pour dégager les ordures en collaboration avec l'ancien mandataire de la mairie. Malgré cela, la population continue de déposer anarchiquement des ordures car le quartier n'a pas de dépôt de transit régulier. Il faut un changement de comportement parce que si la population n'est pas éduquée dans ce sens-là, ça va poser beaucoup de problèmes encore. Parce que même si on les conseille, on les appelle à ne pas jeter les ordures, vous allez voir que vers 4 h du matin, 5 h du matin, ils se lèvent pour aller jeter les ordures. Qui peut contrôler dans ça? Il faut que l'administration arrive à aider les quartiers à créer des dépôts de transit réguliers. Si l'État peut aider aussi les collectivités à créer aussi ces entreprises communales de gestion des ordures, ça pourra vraiment nous arranger aussi. Parce que nos mairies là n'ont pas assez de moyens. Pour Zangan Dao, secrétaire général de la mairie de la commune urbaine de Kati, cette situation s'explique par le fait que les populations ne respectent pas les sites de transit et jettent de façon anarchique les ordures, qui constituent une menace contre la santé publique et dont la mauvaise gestion présente un grand risque d'inondation. Pour pallier à cette situation, la mairie a engagé des campagnes de sensibilisation de la population ainsi que de salubrité. Hors de nos frontières, aux États-Unis, l'ambassadeur sud-africain est expulsé du pays moins de 3 mois après avoir présenté ses lettres de créance. Il est accusé d'haïr le président Donald Trump. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain hier 14 mars sur son compte X. L'Afrique du Sud qualifie cette décision de regrettable. Récit de Soumaïla Fani. Dans un message partagé sur X, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a écrit, je cite, « L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis n'est plus le bienvenu dans notre grand pays. Ibrahim Rassoul est un politicien raciste qui déteste l'Amérique et le président des États-Unis. Nous n'avons rien à discuter avec lui et il est donc considéré comme persona non grata. » Fin de citation. Un post agrémenté d'un article du site Breitbart couvrant les propos tenus par le diplomate sud-africain
lors d'une conférence organisée par un institut basé à Johannesburg sur la politique étrangère dans la matinée de vendredi. Discours dans lequel le diplomate expliquait que Donald Trump menait une politique de suprématie blanche. Cette décision est un nouveau coup de boutoir infligé à la relation entre Washington et Pretoria. Ibrahim Rassoul, ambassadeur sud-africain à Washington depuis janvier 2025, avait déjà occupé ce poste sous l'administration Obama. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump a accusé Pretoria de traiter de façon injuste les descendants de colons européens, créant même une procédure d'asile aux États-Unis pour les réfugiés afrikaners. En plus de couper toute aide à l'Afrique du Sud, il avait alors décidé que les États-Unis encourageraient la réinsertion de ceux-ci, fuyant la discrimination raciale encouragée par le gouvernement selon lui. Elon Musk, natif d'Afrique du Sud et puissant allié de Trump, a également accusé le gouvernement sud-africain de discrimination envers les populations blanches. Un autre grand point de friction entre les deux pays est la plainte pour génocide déposée en 2023 par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice de La Haye. En février, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré vouloir aller aux États-Unis, reconnaissant que toute assemblée déraillée entre lui et Trump depuis un premier appel entre les deux hommes au retour du président américain au pouvoir. Dans un communiqué ce samedi 15 mars, la présidence sud-africaine a pris acte de l'expulsion regrettable de son ambassadeur à Washington et s'est dite déterminée à construire une relation mutuellement bénéfique avec les États-Unis. Football, avant de nous quitter, les 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national Tom Saintfiet pour disputer les 5e et 6e journées de qualification pour le Mondial 2026 sont désormais connus. Plusieurs cadres manquent à l'appel, à l'image du capitaine Amari Traoré ou encore Doudou Aïdara. Cela profite bien entendu à de nouveaux joueurs. Djeneba Samake nous en dit davantage. Pour les 20 et les 24 mars prochains au Maroc, le Mali jouera respectivement contre les Comores puis la Centrafrique. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. Pour cette occasion, le sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saintfiet, a convoqué 26 joueurs, une liste sans grande surprise avec la présence de tous les habitués ou presque. En défense, on a 9, mais maintenant c'est 8. Je vais dire directement que hier dans le match du Red Star Paris, Fodé Ducouré, il est blessé, adducteur, il n'est pas disponible. Au milieu du train, on a 6 joueurs. On a Aliou Dieng d'Al-Khouloud. Il a aussi joué hier contre l'équipe de Nasser du Ronaldo. On a Mohamed Kama qui joue avec Al-Sadd au Qatar, qui joue beaucoup de matchs aussi. Donc, il y a de nouveaux noms dans cette liste. On a 8 joueurs. Ce sont les 25 qui sont invités. Dans cette liste, on note quelques absents, parmi lesquels figurent Lassine Sinayoko, Malik Yalkoué, Amadou Aïdara et Amari Traoré. Amari Traoré, je suis en contact avec lui, il est longtemps blessé, il n'a pas beaucoup de jouer pour le moment, il est ligament croisé, c'est une blessure sérieusement. Aïdara, on a discuté ça aussi en novembre, Aïdara est là en octobre, après en novembre j'ai décidé de ne pas sélectionner lui. Quand il a invité Sinayoko en septembre, Sinayoko n'est pas venu. On a invité Sinayoko en octobre. Il est venu, il a joué 60 minutes, il a dit qu'il est blessé, retourné avant le deuxième match pour son club. Mais il n'a jamais blessé avec son club. Il a directement joué avec son club. Et on a invité Sinayoko en novembre, et le dernier jour, il a dit qu'il est blessé. Mais il n'a jamais blessé avec son club. Donc, vous pensez qu'on peut gagner des joueurs qui prennent le choix en je viens, je ne viens pas? Non, je veux des joueurs qui veulent être morts. Ces 2 matchs sont cruciaux pour la qualification des Aigles au Mondial 2026 et le sélectionneur Tom Saintfiet dit qu'il compte tout mettre en œuvre pour pouvoir les remporter. Toutefois, 1-0 en faveur des Aigles à l'issue des 2 matchs serait un pas significatif pour valider leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde
prévue pour juin 2026. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de nous suivre un peu partout au Mali et hors de nos frontières, particulièrement au Maroc.